Bonjour, donc bienvenue dans ce troisième atelier travail social apprendre du confinement. Donc il s'agit d'un projet mené en partenariat par la Fédération des acteurs de la solidarité et l'Association nationale des assistants de services social. Donc ces ateliers visent à mettre en avant une parole, celle des acteurs de terrain, celle de celles et ceux qui accompagnent au quotidien dans les difficultés que nous rencontrons actuellement. Donc le but de ces ateliers, notamment, c'est de comprendre comment certaines adaptations mises en œuvre par les travailleurs sociaux sont susceptibles d'enrichir leurs pratiques de demain. Donc pour cette troisième séquence, nous avons choisi d'aborder la question du vécu professionnel de l'accompagnement à distance. En effet, dans cette période de crise sanitaire et notamment en période de confinement, ça a percuté les habitudes, l'organisation de travail des structures de différents secteurs et ça a fait surgir de nombreux sujets d'adaptation du coup à cette crise. Donc cette situation inédite a amené les professionnels à adapter leurs pratiques, mais aussi à se questionner sur l'influence du travail à distance dans l'accompagnement et sur la manière dont ces nouvelles modalités de travail peuvent faire évoluer leur posture professionnelle et leurs pratiques d'accompagnement dans le temps. Le thème autour duquel donc nous réfléchissons aujourd'hui, eh bien, c'est consacré cette mini-conférence, cet atelier est consacré à l'influence du travail à distance dans nos pratiques professionnelles, à chacun. Trois tours de table, chacun aura la parole 3 fois, 3 questions, 3 minutes pour y répondre. La première question, eh bien, elle est formulée ainsi: quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre pratique professionnelle pendant la période du confinement? C'est la première question. Et c'est pour cette question-là que je commence par donner la parole à Eva. Alors pour nous, alors j'ai entendu les collègues de Strasbourg, d'Ozone aussi, le confinement a été assez brutal car situé à Auray, on était en zone cluster et ça a été ça s'est fait assez brutalement. Donc la première difficulté, c'est vraiment de ne pas avoir les moyens matériels. On est parti sans rien, tous à la maison. Ça a été oui, assez brusque pour nous comme pour les salariés qu'on accompagne en insertion. J'avais pas les dossiers des agents, j'avais eu un arrêt maladie 3 semaines avant le confinement en plus, donc j'étais un petit peu perdue dans ce suivi et l'accompagnement. J'avais peur de louper des choses quand j'allais rentrer en contact à nouveau avec eux. Ce qui a été difficile aussi a été le fait que moi je suis permanente dans la structure. Il faut savoir que les chantiers d'insertion, souvent ils font appel à des prestataires pour l'accompagnement. Dans ma structure, le choix a été d'embaucher en interne. Moi ça fait depuis 13 ans que je suis sur mon poste et l'importance en tout cas dans mon métier a été en tout cas les temps informels. Et tous ces temps informels, je ne les ai plus. Ça, c'est un véritable manque, en tout cas. C'est pour moi la base dans notre relation de confiance. Il y a tous ces temps de face à face institués en entretien individuel, en atelier collectif, et ces temps-là, un petit peu informels, m'ont quand même un petit peu manqué, tout comme sur l'activité chantier, quand ils sont en pleine nature. On valorise beaucoup la personne par l'acte. C'est un peu le principe du chantier. Il réalise quelque chose. En général, c'est toujours dans un cadre plutôt assez idyllique, en tout cas nous concernant, soit les mégalithes, soit la nature, l'environnement. Et valoriser la personne passe par la valorisation de ce qu'ils sont en train de faire. Surtout pour les personnes qui sont en manque de confiance en elles. Donc là, pour valoriser la personne qui avait une petite baisse de morale au téléphone, c'était un petit peu plus dur pour moi de raccrocher les wagons. J'avais juste au bout du compte mes qualités d'écoute, comme on a tous dans le travail social, et ma disponibilité partielle, parce que aussi chargée de famille et en continuité pédagogique. Donc il a fallu aussi jongler avec ça. Donc c'était assez difficile. Et pas enfin, parce qu'il y a 2 points encore. Je me suis rendu compte que la fracture numérique, j'en avais conscience, mais je ne travaillais pas assez dessus. Je pense que je ne travaille pas assez dessus avec mes accompagnés, car ils sont dotés des fois, mais ils ne savent pas s'en servir. Donc les seules relations qu'on a pu avoir, en effet, c'était principalement téléphoniques.
et ça pouvait s'arrêter là. Donc dans la transmission d'informations, ça a pu être un petit peu, ça a pu être difficile par moment quand même. Et enfin, le maintien du lien n'a pas toujours pu être possible, car j'ai des gens, outre l'informatique, même le téléphone, c'est compliqué. Donc il y a des personnes avec lesquelles j'ai pas pu conserver le lien et maintenir le lien téléphonique, avec beaucoup d'inquiétudes. Du coup, branle-bas de compas, appeler le CCAS pour essayer de pouvoir renouer les liens, renouer le contact et s'assurer au moins que la personne est toujours en vie et va bien. Donc ça a été vraiment ces difficultés-là, s'assurer que la personne aille bien. On n'est plus dans ces missions de on construit un projet professionnel, on n'en était plus là, quoi. C'est plus vital. Voilà pour mon tour de parole. Moi, je précise effectivement que toute la période du confinement, moi, j'ai été en télétravail. On avait des collègues qui pouvaient être en présentiel. Moi, c'était pas mon cas. Donc, la première chose qui a été difficile, et là, je rejoins Eva, c'est que la première semaine, on va dire, on a carrément fait un tableau entre nous, entre équipes. Alors, nous, on a la chance d'être super bien équipés au niveau informatique. Donc, on a un ordinateur portable chacun. Et dedans, on a accès à tous les dossiers des personnes qu'on accompagne. Donc là-dessus, on n'avait pas trop de difficultés. On avait nos répertoires, enfin, on avait notre matériel de travail. Mais la première chose, effectivement, ça a été d'être sûr qu'on n'oubliait personne, qu'on loupait personne, et donc d'essayer de faire un tableau de est-ce qu'il y a des personnes qu'on accompagne, parce que dans ce service, il y a à peu près 600 personnes qui sont hébergées. Est-ce qu'il y a des gens qu'on a loupés et avec qui on n'a pas eu contact, auquel cas il faudrait qu'on s'inquiète. Après, bon, il y avait la difficulté effectivement de l'échange, sachant que on a un public majoritairement qui n'est pas francophone, qui ne maîtrise pas forcément toujours super bien l'informatique. Donc, il fallait déjà passer par des appels, mais en plus avec l'interprétariat en indirect. Donc, ça fait quand même des appels avec plusieurs intermédiaires, quoi. Je dirais plus globalement que la difficulté, ça a été alors qu'on était dans notre petit train-train quotidien, qu'on maîtrisait bien, la réactivité, en fait. On n'avait plus l'habitude, et moi j'ai trouvé ça très difficile et en même temps très très stimulant, parce que finalement c'est ça la mission du travail social, c'est de réagir comme ça à la réalité. C'était d'être réactif, de comprendre comment les personnes accompagnées réagissaient, comment les institutions réagissaient, les administrations, qu'est-ce qui était ouvert, qu'est-ce qui était fermé, d'essayer d'avoir une vision globale, sachant que tout le monde était sous le choc et que chaque information du jour pouvait changer le lendemain. C'était de faire avec l'incertitude, et de manière assez réactive, parce que ça a pu effectivement créer beaucoup d'inquiétudes. Voilà, les personnes exilées, c'était difficile pour elles de comprendre, et on a aussi beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et alors là, nous, on s'inquiétait un peu des décompensations et des délires un peu de persécution et de. Je pense qu'il y a eu vraiment différentes phases. On s'est bien préparé. La veille du confinement, donc chaque salarié a emmené un ordinateur, a emmené ses dossiers, et équipé d'un smartphone. Donc c'est vrai que ça les aide vraiment à faire du télétravail, et moi aussi. Après, dans les 2-3 premières semaines, notre association a été mobilisée sur d'autres dispositifs, notamment des mises à l'abri. Des migrants de la Porte d'Aubervilliers dans des gymnases sur lesquels on a été sollicité pour intervenir. Donc moi, j'y ai passé 2 bonnes semaines, et du coup, les 2 premières semaines, c'était des doubles journées, puisque la journée, j'étais au gymnase, et le soir, j'essayais tant bien que mal de répondre aux demandes, d'accompagner les salariés qui m'avaient interpellée pendant la journée et qui étaient quand même un peu perdus sur leur façon d'intervenir. Parce que c'est vrai que c'est vraiment un moment suspendu, ce confinement.
pendant lesquelles on a habituellement beaucoup de procédures, on sait comment on doit travailler, par où on va, quelles sont les étapes avec les usagers, sur quoi on travaille. Et il y a eu quand même tout un moment de flottement où on s'est demandé comment déjà accepter de passer au-dessus des procédures, d'oublier la procédure pour aller à l'essentiel. Et puis après, trouver aussi comment le faire, parce que voilà, c'est pas forcément évident avec le public qu'on accompagne. Ce que je sais des travailleurs sociaux qui sont en relation avec les usagers, c'est que du coup, ils sont aussi rentrés dans une relation complètement différente avec les ménages, peut-être beaucoup plus dans l'intime. Et ça a représenté une difficulté pour certains de se montrer aussi dans leur maison, avec leur décor derrière et les enfants qui passent, et à traiter des sujets plus intimes avec les ménages. Voilà, ça, je sais que pour certains, ça a été difficile. Après, je le citerai peut-être aussi comme une richesse et un changement pour l'avenir. Et ce qui a été difficile aussi, c'est de travailler avec moins de personnel, parce qu'on en a qui n'étaient pas disponibles, on en a qui ont été malades, on a eu des salariés dans notre public qui ont été très malades, hospitalisés, y compris parmi le personnel. Donc, il y avait aussi cette inquiétude permanente, cette angoisse de savoir comment allaient nos collègues, comment ça allait se passer, comment ça se passait pour les ménages, dont sur certains points, c'est vrai qu'il y a eu une phase très angoissante par rapport à la maladie, et le fait de ne pas se voir, la visio, forcément, la communication n'est pas du tout la même qu'en réel, on n'entend pas forcément tout ce qui est non-verbal. Je pense que les salariés ont réussi à se soutenir entre eux. J'ai fait de mon mieux aussi, mais c'est beaucoup plus difficile, je trouve, à distance qu'en présentiel. Alors, effectivement, différentes phases pareilles, liées déjà à notre organisation interne où on est à la fois en présentiel et aussi en télétravail. Donc, cette gestion a parfois été difficile pour moi pour gérer le rythme de vie entre vie familiale avec les enfants à la maison. Effectivement, il faut gérer le télétravail. Et après, oui, il faut effectivement s'organiser pour aller en présentiel. Donc, c'est plus du tout le même lever du matin, etc. Avec toute l'angoisse derrière que ça procure, ou le fait où tu dois sortir ton attestation, bien la prendre, bien prendre toutes tes affaires. Donc, c'est vrai que ça a été plutôt difficile. Donc là, le fait de revenir aujourd'hui en présentiel, déjà, ça le lève des angoisses, mais ça en enlève aussi certaines avec ce changement de rythme. Ensuite, une autre chose, c'était plutôt en télétravail, une certaine culpabilité à éteindre son téléphone et son ordinateur. Ça, c'est vrai que je ne connaissais pas effectivement cette source-là. J'en ai entendu parler de certains, je dis non, c'est pas vrai, on n'est pas en burn-out quand on est en télétravail. Eh bien là, je peux dire que si quand même, hein. Surtout que là, ces dernières semaines, on a une sacrée montée en charge de situations avec des choses difficiles à gérer seulement par téléphone parce qu'il n'y a plus de relais effectivement autour par les associations ou autres. Donc, il a fallu s'inventer beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et effectivement, ça a été difficile, surtout quand tu as une personne qui pleure au téléphone d'angoisse et que tu dois gérer uniquement par téléphone. C'est vrai que ça a été difficile. Et du coup, on passait énormément de temps pour juste un tout petit truc qu'on aurait pu faire en 5 minutes en présentiel. Là, au téléphone, ça prenait un temps fou. Et donc, avec beaucoup d'épuisement à la fin de la journée à cause de ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dites donc, on a déjà un beau panel de ces difficultés, un bel éventail qui a pu être présenté. Maintenant, on va essayer de réfléchir aux changements que vous avez mis à l'œuvre, chacun à votre place, pour adapter vos pratiques professionnelles à cette période de confinement. Qu'est-ce qui a été modifié dans vos façons de travailler, dans vos façons d'agir? Quels sont les changements que vous avez mis à l'œuvre dans vos pratiques professionnelles? Moi, j'ai l'impression d'une certaine continuité quand même dans ma pratique, juste pas de la même façon, dans la mesure où tout ce que je fais en face à face, que ce soit en bureau, sur le terrain, à l'atelier, j'ai dû le faire par téléphone. Après, c'était plutôt au niveau des exigences en fait du travail. Sur un chantier d'insertion, l'objectif, de plus en plus, notamment de par les financeurs, c'est
les sorties vers l'emploi, le taux de sortie vers l'emploi, forcément, dans ce cadre-là, donc dans ce cadre-là, la question n'était pas là. Donc la relation n'était que téléphonique et n'était que sur le bien-être. Comment va la personne? Est-ce qu'elle est en situation de danger peut-être? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle s'alcoolise un peu plus que temps normal? Voilà. C'était tout. En fait, ça a été le coup de fil. C'est ce que, quand je réfléchissais à la question tout à l'heure, je me disais au début, j'avais peur au bout du compte d'être trop intrusive comme ils étaient chez eux. J'avais peur d'être intrusive et de les appeler toutes les semaines. Je me suis dit ça va être trop. Il s'avère qu'au bout du compte, certains étaient en attente de ce coup de téléphone. C'était vraiment très important. Donc ouais, ça c'est un moment vraiment important pour moi, de se dire que encore une fois, les représentations qu'on a en tant que professionnel, même après quelques années d'expérience, il faut vraiment faire attention. Donc nous, ça a été les coups de fil, en effet, de façon très régulière, une fois minimum et des fois plus. Après, on s'est dit bon, bah on va adapter un petit peu plus. Il va peut-être falloir faire du SMS, du mail. On a certaines personnes qui sont électrosensibles, donc on ne peut pas garder le lien. Donc ça nous a demandé, ce que disait Ève tout à l'heure, beaucoup d'adaptation et peut-être plus qu'en temps normal en fait, plus qu'en temps normal, alors qu'on a les mêmes difficultés. Les difficultés sont exactement les mêmes, sauf que ben voilà, là il y a quand même cette situation d'urgence et puis après j'ai quand même eu cette question au bout d'un moment, une fois que le roulement était bien fait, on appelle toutes les semaines chaque équipe, on voit comment ça se passe, de se dire mais attention, si on les déconnecte totalement de la réalité, en fait, de ce pourquoi ils sont intégrés à un chantier d'insertion, ça peut être aussi anxiogène pour eux. Donc, j'ai recommencé avec eux l'envoi des offres d'emploi, leur demander s'ils avaient besoin d'un coup de main, d'envoyer des CV, de genre de choses comme ça. Donc, j'ai vraiment dû faire, je pense, plus d'individualisation entre ceux qui étaient prêts pour l'emploi et ceux, au bout du compte, qui étaient là, qui avaient juste besoin d'écoute et d'échange et de parole. Et voilà, ça a été ça le changement pour la pratique. Après, sur nos chantiers d'insertion, c'est vrai qu'on a une distanciation, on a une distanciation particulière, on se tutoie, on est dans un cadre strict, rappelé par les règles du contrat de travail et du règlement intérieur, mais il y a aussi quelque chose de très cordial, il faut leur donner envie de reprendre une activité. Donc ça, on a su, je trouve qu'on a su, on a su le conserver. Voilà, c'est plus de ne pas voir les personnes. Et on sent que les personnes veulent nous voir et nous, on veut les revoir. On est tous dans cette attente de se voir physiquement. Donc ça a changé. Après, je pense vraiment que cette régularité devra rester, en fait, parce que des fois, on oublie un petit peu, ou il y a des gens plus... cette régularité est nécessaire. Et ça a été un bel enseignement aussi, ce confinement. La première chose, c'est que il y a des changements qu'on a mis à l'œuvre, mais il y a aussi des changements qu'on a simplement ressentis, qui ne sont pas venus de nous. À savoir, et là-dessus, je rejoins Eva, effectivement, il y a eu, dans la première partie du confinement, un genre de choses qui étaient mélangées entre le choc, l'urgence, et en même temps, quelque chose de très agréable, autant pour nous que pour les personnes accompagnées, à savoir une levée générale de toutes les pressions administratives. C'est-à-dire que les titres de séjour sont renouvelés, la CMU est renouvelée, tout est renouvelé, comme quoi c'est possible, de rester un peu calme et d'enlever cette pression sur les gens, pression qui les met dans un besoin d'assistanat. Donc bon, j'en dis pas plus. Mais donc il y a eu ça, c'est-à-dire que nos missions étaient beaucoup moins tournées sur que la situation avance, que plutôt le relationnel. Voilà, comment ça va. Et c'était dans cette période, il y a eu aussi quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que on était
je vais caricaturer, mais en gros, nous, on est dans un environnement qu'on connaît et qu'on maîtrise, et voilà pourquoi on aide les personnes qui, elles, ne maîtrisent pas l'environnement et en tout cas ne s'y reconnaissent pas forcément. Là, en face de la crise, on était tous sur un pied d'égalité. Donc la relation d'aide était complètement changée et on n'a jamais entendu autant, j'en suis sûre pour tout le monde, de personnes accompagnées qui nous demandent, nous, comment ça va. Voilà, donc il y avait vraiment quelque chose d'égalitaire qui s'est mis en place, qui était vraiment chouette. Alors après, les limites du numérique font que je trouve qu'il y a des choses qui se sont développées en termes d'autonomie des personnes, c'est-à-dire que d'habitude, vous n'arrivez pas à faire ça, bon ben je vous le fais, ou on le fait ensemble, mais là je peux pas le faire, donc il va falloir vous débrouiller. Et les gens mettent en place un espèce de truc, il faut que j'arrive à me débrouiller tout seul là, donc bon. Et ça c'était intéressant. Il y a eu aussi, je trouve, entre travailleurs sociaux, la nécessité de développer une meilleure écoute, parce que comme tout le monde est à des endroits différents, faut s'écouter beaucoup plus et se prendre en compte beaucoup plus que quand on est tous ensemble. Et enfin, en termes de pratique professionnelle vraiment, j'ai beaucoup plus été en situation, quand je devais poser un acte, de me demander à chaque fois, pour chaque geste, un appel, un mail, quoi que ce soit, quel est son sens, quelle est son utilité, est-ce que c'est prioritaire? Alors que dans mon quotidien, c'est malheureusement plus tellement une question que je me pose. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qui a du sens, voilà, j'y réfléchis même plus. Or que là, les questions d'urgence ont fait que j'étais obligée de me demander, alors, tu vas faire cette démarche, et alors pourquoi tu l'as fait? Et pourquoi c'est toi qui l'as fait? Et pourquoi? Et donc, j'ai trouvé que c'était pas un changement de pratique, c'était plutôt un retour à ce que doit être la pratique, ce que moi, j'ai appris initialement à l'école, de me demander le sens de ce que je fais avant de le faire. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire qui était important. C'était pas un changement, c'était plutôt un retour à la mission originelle du service social. Alors, concernant mon service, je pense qu'on a vraiment complètement changé de pratique. Habituellement, voilà, on reste vraiment, on tente d'être centré sur l'accompagnement social lié au logement, les démarches liées au logement. Et là, très clairement, depuis 2 mois, on a basculé dans un accompagnement global parce qu'on on traite avec les ménages, pour qui on est parfois le seul interlocuteur de toutes les problématiques qu'elles rencontrent. Voilà, aussi bien les relations familiales, les difficultés qu'ils ont dans la scolarité des enfants, dans l'éducation des enfants. On a eu beaucoup de problématiques de violences conjugales, de violences entre les parents et les enfants, qui nous sont parfois remontées par les familles, parfois par les voisins des familles, par les syndics, par les propriétaires. Ça arrive un peu de partout. Des problématiques d'accidents domestiques, voilà, de l'accompagnement à la scolarité. Enfin voilà, beaucoup de problématiques différentes sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude d'intervenir et pour lesquelles on a accompagné les gens, des conseils sur la santé, enfin voilà, vraiment ça a été un passage sur un accompagnement global et des modalités de communication avec le public tout à fait différentes. Là, les travailleurs sociaux ont beaucoup utilisé WhatsApp, puisque les ménages n'ont pas forcément de forfait. Ils maîtrisent beaucoup mieux WhatsApp que les SMS. Donc, beaucoup de messages vocaux sur WhatsApp, ce qui permet aux gens non lecteurs d'avoir accès à l'information. Donc d'abord en échange individuel avec les ménages et puis après ils ont formé des groupes de plusieurs ménages dans un groupe WhatsApp et du coup il s'est passé beaucoup d'interactions entre le public qui s'envoyaient des activités à faire pour les enfants, des recettes qui après le travailleur social essayant de recentrer un peu sur la SLL a lancé des défis ménage. Donc chaque jour les personnes devaient nettoyer une pièce de leur maison et ils envoyaient une vidéo pour montrer comment ils avaient bien rangé, bien nettoyé. Donc voilà, il s'est vraiment passé quelque chose d'intéressant à la fois sur le mode l'utilisation de cet outil WhatsApp et aussi du coup des échanges entre les personnes parce qu'au début le travailleur social animait le groupe et puis petit à petit au bout de quelques jours ça arrivait de partout et puis tous les thèmes étaient mis sur la table, le déconfinement, est-ce qu'il faut mettre ses enfants à l'école, tout était discuté avec plusieurs ménages dont certains qui se sont mis en relation de face physiquement, qui habitaient les uns à côté des autres,
Notamment, je pense aux mamans, aux familles monoparentales qui se sont vues refuser l'accès dans les supermarchés avec les enfants. Donc, on en a certaines qui allaient faire les courses ou qui gardaient les enfants pendant qu'elles partaient faire les courses. Voilà, et puis en tout cas au niveau de ma pratique à moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les sites de la FAS, de la FAPIL, de l'UNAFO, enfin voilà, à faire des recherches pour voir ce qui se faisait. Enfin voilà, on s'est vraiment beaucoup nourri de tout ce qui était publié sur ces sites pour prendre les bonnes idées, pour les communiquer aux ménages. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher de l'information et à la retransmettre pour que ça arrive jusqu'au public. Alors, moi, je dirais qu'on a surtout réussi à s'adapter effectivement. Une grande réactivité de l'ensemble de l'équipe et donc même si on a bricolé avec le matériel parce que malheureusement tout le monde n'a pas pu avoir des équipements, donc on a bricolé soit avec son téléphone perso, son ordinateur, mais au-delà de ça, on a eu énormément de réactivité de l'ensemble des équipes. On a été quand même soutenus de la part de la hiérarchie ou même des associations. On a énormément communiqué entre partenaires par mail avec toutes les infos, qui fait quoi, qui fait comment. Donc ça a été très, très utile et très important d'avoir, on s'est senti vraiment en réseau, tous mobilisés. Donc, dans cette période-là où on cherche, finalement, je n'ai pas eu besoin de chercher l'information venait à moi. Et ça, c'était très, très intéressant, très enrichissant. Là où on a dû vraiment, là où il y a eu des changements, je dirais plutôt, c'est au niveau du fonctionnement de l'équipe en elle-même, où là, il n'y avait plus de réunions. Donc, il a fallu en créer, il a fallu aller chercher, tu fais quoi, c'était plus ce réseau entre nous qui a changé. Où là, on a dû se créer un réseau WhatsApp, on s'est fait des visios nous-mêmes, sans forcément qu'il y ait la hiérarchie qui nous le demande. Donc, ça, voilà, plutôt ça. Je veux dire aussi l'accélération de la dématérialisation des demandes d'aide aussi. Ça a été essentiel. De ma part, étant donné que je suis sur 2 sites, j'avais déjà commencé. Donc là, effectivement, ça a été essentiel dans mon activité où j'ai vu l'intérêt réel pendant cette période où ça m'a sauvé dans ma gestion, effectivement, de mes dossiers, de mes demandes d'aide, d'avoir déjà tous les éléments scannés. Donc ça a été un gros... Je ne l'ai pas senti comme un changement, mais effectivement, comme plutôt une facilité pour moi. Mais certaines collègues ont dû faire ce changement-là, effectivement, par contre. Et les changements, effectivement, c'est les entretiens que par téléphone. Essentiellement, création de liens plus poussés et plus forts, effectivement, avec le public qu'on ne pouvait avoir. Ou effectivement, la question « Comment allez-vous ?» Comme disait Ève, là, c'était essentiel. On l'avait régulièrement. « Et vous, comment ça va ?» C'est vrai que ça a créé un lien. Ça, c'était un gros changement. Et effectivement, sur un pied d'égalité, effectivement, c'est le mot adapté. Et effectivement, ça répond malheureusement en avance à la question 3 sur ce qui va rester. C'est cette égalité qui a été créée et qui va rester et qui était pour moi très enrichissante. C'est ce qui, pour moi, est le plus important, ce que je vais retenir d'ailleurs. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Laure, on va passer, comme tu viens de l'annoncer, à la 3e question, qui est effectivement, qu'est-ce qui va rester de cette période du confinement dans nos pratiques professionnelles à venir, finalement, hein. Est-ce que ça va être une opération blanche ou au contraire, est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que ça va inscrire des choses à moyen terme, à court terme, à long terme? Je ne sais pas, hein. Donc, que restera-t-il de cette période du confinement dans nos pratiques professionnelles? Ce confinement, je pense qu'on peut en effet retirer le fait qu'on est vraiment adaptable aux situations. Ça nous, le télétravail, j'ai réussi à m'adapter. J'ai trouvé que ça pouvait être aussi intéressant de travailler chez soi, de ne pas être dans son cadre de travail. Je me suis trouvée étrangement par moments plus efficace ici qu'au travail, en fait, chez moi. Donc, ça peut peut-être faire changer aussi, en effet, les façons de travailler et de mener des réflexions ensemble et l'importance de la régularité du lien. Et ça, ça pour moi, c'est vraiment important et sur lequel, et je me dis vraiment qu'il faut que je sois vraiment vigilante à ça à l'avenir, quoi. Cette régularité est importante, cette régularité est rassurante, cette régularité aussi
cadrante pour les personnes qu'on accompagne. Bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, hein, la fracture numérique, hein, je pense que même si j'en avais conscience, je n'ai pas travaillé dessus assez avant. Il va falloir vraiment que je puisse faire un travail là-dessus, hein, au retour. C'est pas normal que du fait de cette fracture numérique, on a des personnes qui soient isolées et dont on n'ait pas de nouvelles. C'est pas normal, pas au siècle dans lequel on vit et pas pour une question de moyens, parce que on peut trouver des moyens, en tout cas de mettre à disposition des moyens de communication et de faire en sorte qu'une personne ne soit pas isolée. Je pense vraiment que c'est vraiment important. Là, ça a été brutal, on n'a pas pu le préparer, mais à l'avenir, je suis sûre qu'on peut le faire. C'est pas possible. Et tout comme se dire que, alors nous on n'avait pas forcément ça avant, avoir vraiment une personne contact, trouver quelqu'un sur qui on peut se reposer si on n'arrive pas, de l'entourage de la personne, si on n'a pas un lien directement. Alors c'est un peu particulier parce que nous ce sont nos salariés et on a une relation quand même contractuelle avec eux, c'est un petit peu différent. Mais voilà, là sur mon petit monsieur, hein, pour qui j'ai toujours pas de nouvelles et dont on est assez inquiet. On n'avait pas de personne contact. Le seul personne contact qu'on avait, c'était quelqu'un qui tenait un bar, parce que monsieur y allait souvent et en période de confinement, ben voilà, ce monsieur était fermé. Donc nous n'avons plus aucun moyen de pouvoir entrer en contact avec cette personne. Donc voilà, ça change les choses. Ça va vraiment changer les choses dans nos pratiques, j'en suis sûre. Après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le retour. Hein. Il va y avoir l'application de beaucoup de gestes barrières. Attention à ne pas créer des situations anxiogènes plus qu'elles ne le sont déjà. Va falloir vraiment être vigilant à ça, parce que oui, on va devoir dire ouais, les gestes barrières, on se lave les mains, le contrôle, le machin, alors que en effet, on a hâte de les retrouver et on a hâte de se revoir et voilà, ça va être un petit peu le biais de ce retour à la normalité qui ne sera pas une réelle normalité selon moi. Voilà. Ok, merci beaucoup Eva. Ève, que va-t-il rester pour toi de cette période du confinement dans tes pratiques? Alors, dans l'ordre, l'inévitable développement de l'autonomie numérique, autant des travailleurs sociaux que des personnes accompagnées, mais vraiment pas seulement l'équipement, mais aussi la pratique. Dans plusieurs langues. Je suis sûre que c'est possible de faire des applications qui traduisent instantanément. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais on ne les connaît pas ou on n'a pas forcément la compétence. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il va rester le fait que, comment dire, d'avoir repris conscience de notre capacité à faire un pas de côté du quotidien. Pour se réadapter, pour réfléchir, voilà, on a vu qu'on en était capable. C'est le cœur de notre métier, mais n'empêche que ça fait du bien. Voilà, ça veut dire ne pas se reposer sur nos habitudes, nos réflexes, hein, parce qu'on en est bourré en travail social de réflexes. On sait très bien ce qu'il faut faire, alors qu'en fait non. Et les deux dernières choses, c'est donc effectivement le télétravail. Moi, j'ai trouvé le télétravail extrêmement agréable, notamment parce que je reste persuadée que le travail social, c'est 50% de la relation et 50% de la réflexion, c'est-à-dire un travail intellectuel. Autant quand on écrit, on fait des rapports, on fait des demandes, c'est écrire, c'est réfléchir, et que moi je me suis rendu compte que la qualité de ma réflexion de l'accompagnement ou de mes écrits est 5 fois supérieure quand je suis chez moi, dans un environnement serein, sans bruit, sans collègues qui passent partout et qui posent 1000 questions, ce que je réfléchis mieux et c'est au bénéfice des personnes que j'accompagne, vraiment. Et enfin, la dernière chose, alors je ne sais pas si ça restera, je souhaiterais que ce soit quelque chose qui se développe, mais là, je vais quand même un peu taper. Mais sincèrement, dans cette crise, dans l'action sociale, on a vu un gap énorme entre la réactivité très forte des structures de terrain
et la neutralisation totale de l'administration et des politiques, qui ne sait pas quoi faire, comment réagir, il faut 3 semaines pour réfléchir un truc, alors que vraiment, sur le terrain, les structures, les associations, voilà, le lendemain, c'était en route. Et donc, j'aimerais bien quand même qu'il reste de ça le fait que chacun sa place, savoir ce qui se passe sur le terrain, c'est nous. Nous, on sait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas qu'on laisse non plus ni l'ARS, ni la DDCS, qui ont une place, une fonction, une mission très importante, mais ceux qui savent, c'est nous. Ceux qui savent comment ça se passe sur le terrain, comment réagissent les gens, de quoi ils ont besoin, c'est d'abord les gens et ensuite nous. Et donc, là, on a bien vu qu'il ne fallait pas qu'on attende les administrations pour bouger, parce que de toute façon, elles ne savaient pas quoi faire. Elles étaient vraiment neutralisées. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à garder en tête, et alors là, sur lequel il faut militer très fort. C'est-à-dire que l'administration a une fonction, mais en tout cas pas celle-ci, et nous, il faut qu'on soit bien conscient que c'est la nôtre, et qu'on soit bien fiers, j'allais dire, d'avoir cette mission-là, et d'avoir ce savoir-là, et d'en faire quelque chose. Voilà. Bien sûr, la nécessité de travailler la médiation numérique pour que les gens puissent être autonomes voilà, avec les outils, avoir des adresses e-mail, etc. Je pense qu'il y a eu des modifications dans le lien dans l'équipe. Peut-être, voilà, c'est beaucoup plus flou, les places des uns et des autres. Par là, j'entends, s'il fallait aller chercher des masques, ben, c'était celui qui pouvait y aller, qui y allait. S'il fallait contacter quelqu'un, je pense qu'il s'est créé aussi voilà, plus de solidarité et moins de barrières entre les membres des équipes, la hiérarchie, etc. On s'est juste retrouvé un groupe au service du public sans forcément que les places voilà, soient posées, et puis de la solidarité entre les gens. Moi, j'ai vu beaucoup de solidarité entre les salariés, entre les usagers, voilà. Donc ça, j'espère que ça restera comme quelque chose d'écrit et pour plus longtemps que cette période. Ok, merci beaucoup Héloïse. Enfin Laure, tu seras la dernière à prendre la parole. Que va-t-il rester dans tes pratiques de cette période du confinement? Oui. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, donc ça risque d'être un peu de la redite, mais comme je disais, effectivement, ce qui reste, c'est déjà la relation humaine qui est primordiale, qui s'est beaucoup développée, détendue, du fait de l'angoisse, c'est un peu antinomique, mais du fait de l'angoisse, effectivement, je trouve voilà, ça a permis de créer plus de liens, peut-être plus de confiance. Effectivement aussi, ça a obligé certaines personnes à devenir plus autonomes dans l'utilisation du numérique et du smartphone, parce que souvent, moi, j'étais obligée de former effectivement mes usagers à envoyer un mail avec une pièce jointe, tout ça au téléphone quand même. C'était assez comique, mais n'empêche que maintenant, elles savent le faire, puisque j'ai pu faire les demandes d'aide grâce à leur autonomie qui s'est développée. Donc, ça va pousser effectivement, poursuivre de développer toujours des espaces numériques. Donc, c'est vrai qu'en Île-de-France, quand même, on a réussi à essayer de travailler cette fracture numérique. Donc, on va la poursuivre, bien évidemment, parce que j'ai peur qu'on découvre qu'effectivement, il y a des gens qui sont restés sur le carreau. Donc, ça, avec le déconfinement, on va essayer de découvrir ça. Et bien évidemment, le plus important, c'est la découverte du télétravail, et qui, j'espère, va permettre à nos responsables de pouvoir motiver et réellement faire des conventions pour que ça perdure, puisqu'effectivement, là, il y a des enquêtes qui sont menées au sein de mon travail. Je pense que la majorité, pour la majorité, ça a été bénéfique. Donc, on espère que ça va pouvoir se développer réellement et non pas qu'en période de crise. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. On est arrivé au terme de notre 3e tour de table. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de cette participation. J'espère que tous ces éléments vont être repris et réfléchis par des collègues qui vont s'en alimenter et qui participeront peut-être, pourquoi pas, à nos prochains ateliers. Merci beaucoup à vous. Et puis, je rends la parole à Colline.
Oui, merci beaucoup effectivement pour ces échanges. Moi, j'avais envie de dire, enfin, ce que je retiens au-delà du contenu que vous avez tout à fait très bien témoigné chacune de vos expériences, c'est vraiment l'aspect transversalité, accompagnement global. Parce que là, voilà, vous êtes des professionnels de différents secteurs, voilà, hébergement ou par rapport au public ou insertion par l'activité économique. Et voilà, il y a une vraie transversalité dans la problématique là, qui a pu être posée dans l'accompagnement qu'on retrouve dans tous ces secteurs, qui est le propre aussi, nous, au niveau de la Fédération des acteurs de la solidarité, mais aussi de la NAS. Et du coup, je trouve qu'il illustre bien ce partenariat qui est vraiment pertinent par rapport à ça. Et puis, voilà, pour illustrer un petit peu au niveau de la fédération, en partenariat d'ailleurs avec d'autres réseaux de l'insertion par l'activité économique, on a créé un guide de bonnes pratiques sur justement le maintien du lien, l'accompagnement à distance, alors avec les salariés en parcours d'insertion, mais qui peut tout à fait, je pense, être utile, intéressant pour les intervenants sociaux d'autres secteurs. Et on a une deuxième version en route là qui devrait bientôt sortir sur justement accompagner à la reprise, avec notamment la prise en compte de tout ce qui est les risques psychosociaux. Ça a été largement abordé. Donc voilà, effectivement, tous ces outils-là sont nourris des pratiques de terrain, notamment de groupes d'échange de pratiques, voilà, qui sont des très bons outils. Et c'est vrai que ça a été abordé aussi sur la question du télétravail dans ses aspects positifs, mais aussi de la charge que ça représentait en cette période. Donc je pense qu'il y a une vigilance collective à avoir aussi autour de ça, de soutenir les professionnels voilà, de l'accompagnement en général. Et typiquement, des groupes d'échange sont très intéressants par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup.